Alors, on va écouter Florent Chémol, qui est docteur en psychologie clinique et psychopatho. Il va nous parler de trans et discipline, la danse classique entre contrôle et lâcher prise, et c'est ton travail de thèse, une thèse qui a été soutenue en décembre 2023. Ok, bonjour tout le monde. Donc on va sortir de l'abbatiale pour entrer dans un studio de danse à présent. Ce que ça m'a évoqué, alors surtout les présentations d'hier, c'est un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, Les raisons de l'art de Michel Onfray qui est sorti en 2021. Et dans son livre, il se pose la question de qu'est-ce qui pousse un artiste à créer, qu'est-ce qui pousse le geste créatif. Et donc il fait une petite historiologie de ces faits-là à partir de la grotte de Lascaux. Et donc, il se pose la question de savoir, les premiers écrits dans les années 1940, c'était l'abbé Breuil qui les a faits, et donc il se dit, tiens, la lecture d'un abbé, c'est que dans ces parois sur les murs, il y a un sentiment, l'émergence du sacré, un sentiment religieux qui naît. Puis après, les travaux de Georges Bataille en 1955, il se pose la question, Bataille en tant que psychanalyste et philosophe, de tout le rapport au plaisir, à la transgression, au désir, à toutes ces choses très psychanalytiques, comme si les hommes préhistoriques avaient lu Freud dans le texte. Et puis, ensuite arrive le mouvement du structuralisme, et donc pareil, dans les années 60-70, dans cette historiologie, il nous raconte, Onfray, qu'il y a toute une étude dans les années 60 et 70 des parois de Lascaux sur le trait, la hachure, la courbe, qui évoque, là encore, des travaux de Lévi-Strauss, comme si les hommes préhistoriques avaient lu Lévi-Strauss. Et puis dans les derniers travaux, il nomme les travaux de Clot et Williams dont on avait parlé hier, en 1996, sur l'émergence d'un sentiment qui serait d'une communication avec l'invisible, et donc de tout voir au travers du chamanisme. Et donc, les animaux peints sur les parois seraient des animaux à chasser ou des animaux chassés, et l'homme préhistorique serait vigoureux, visionnaire, et il s'arme ou il se protège en faisant des transcriptions sur les parois. Donc on s'inscrit quand même un petit peu avec ce colloque dans ce dernier mouvement. Et puis Onfray, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui pousse le geste créatif au travers de cette historiologie de Lascaux. Et il explique que c'est un invariant dans toutes les sociétés, à tous les moments, qu'il y ait une forme d'élan vital dans notre rapport au monde. Et donc il explique que l'artiste est comme le sismographe, c'est pas lui qui fait le tremblement de terre, mais c'est lui qui vient le transcrire sur des parois, ou qui vient inscrire quelque chose de son temps. Donc là, moi, je vais vous parler aussi aujourd'hui plutôt puisqu'on colloque s'intitule Trans, art et culture, je vais vous parler plutôt d'une culture, on va dire, européano-centrée, blanche, qui a pris son avènement à la Renaissance avec la danse classique. Donc c'était un travail de thèse que j'ai fait auprès d'Antoine Bioy et de Nathalie Durier, et donc j'ai soutenu en décembre 2023. Donc, les questions qui se posaient, c'était de ne pas prendre le fait d'étudier la population de danseuses. Alors, je vais utiliser ce raccourci danseuse. Il ne faut pas entendre danse heureuse en 3 mots. Il se trouve que, dans cette écriture inclusive-là, il se trouve que dans les résultats de la thèse, le plaisir, la joie et toute cette valence positive étaient relativement absentes du discours des verbalisations des danseuses. Donc, c'est pas que j'essaye de psychopathologiser la chose. Ça, c'était un effort qu'on a essayé de faire dans comment avait été conçu le travail de thèse dans la méthodologie. C'était d'arriver par la porte des états de conscience modifiés pour voir s'il y allait y avoir plutôt une valence récréative, d'amusement, de plaisir, de joie, ou plutôt si on allait pouvoir faire émerger aussi des processus psychopathologiques. Donc c'était une version sur une dimension, c'était dimensionnel et non catégoriel. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est comment les danseuses classiques incorporent la trance dans leur pratique et quel rôle l'institution de la danse joue dans cette structuration des états non ordinaires de conscience. On a réalisé un premier travail qui s'était fait, qu'on avait publié, la danse classique ou la domestication de la trance, pour expliquer que tous les ferments actifs des phénomènes de trance étaient retrouvés dans la danse classique, bien qu'on puisse penser
que justement sous le sceau royal de Louis XIV, qui a donné ses lettres de noblesse à la danse classique en créant une académie de danse, la troisième académie aux Beaux-Arts, après la sculpture et la peinture, il a créé la danse avant la musique, en 1661, et comment il a réussi à circonscrire ce phénomène de danse. Lui-même, il pratiquait jusqu'à l'âge de ses 32 ans la danse, plusieurs heures par jour, et c'est ses médecins qui lui ont demandé d'arrêter de le faire pour des problèmes potentiels de santé qu'il aurait pu avoir. Et donc, on a retracé une petite histoire des liens entre la trance et la danse dans le livre, le grand livre des trans, au chapitre 30, sur voilà, un petit panel des danses qui avaient précédé aussi la danse classique. Donc quand je vous parlais de danse classique, il y a une grande anthropologue de la danse de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelle Joan Kealino-Muku, qui en 98 a écrit un article qui est très connu dans ce champ-là et qui explique que c'est une bonne chose de considérer la danse classique comme une danse ethnique, puisqu'elle appartient à une population spécifique, elle est européano-centrée, elle a un morphotype blanc, qui tend à changer depuis les années 80-90. Vous avez peut-être en tête Mystico Plant, qui est une grande figure de la danse classique noire américaine, mais avant elle, 20 ans avant, il y a eu Lorraine Kuberson aux États-Unis. Donc, la fabrique de la danse, c'est un syntagme que je reprends à Fabry et à Leroy, qui sont deux philosophes qui écrivent sur la fabrique des corps dansants. Et donc, on parle de fabrique parce qu'on voit dans la danse classique que l'institutionnel et l'académisme vont avoir un très très grand rôle. Donc on va parler aujourd'hui un petit peu ce que vous disiez hier Catherine Contour, c'est que la danse, là l'effort que je vous demande, c'est de vous imaginer comment elle est faite et créée par les danseurs et non comment vous pourriez la voir, la percevoir, la recevoir comme un public. Et donc on pourrait dire que la danse classique, et en général toutes les danses qui viennent être relativement performatives, c'est 95% de travail dans les coulisses et 5% de présentation. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous amène plutôt aujourd'hui dans un studio de danse que sur une scène, et c'est pas très représentationnel aujourd'hui. Les coulisses du système ballétique, ça permet de passer d'un corps outil à un corps instrument. L'instrument qui est supposé avoir plus de qualité, de précision, et l'outil qui effectue des travaux plus simples. Donc la fabrique de la danse, c'est un dispositif institutionnel académique qui va supposer des dispositions de la part de la personne qui l'intègre. Donc on a repéré dans le travail de thèse plusieurs traits chez les danseurs classiques. Il y avait une population de 20 danseurs classiques. Des traits de personnalité qui appartiennent à ce registre de la disposition. Alors la disposition, vous pouvez la retrouver par exemple chez La Passade dans son titre en 1987, Les états modifiés de conscience. Ou sinon, vous pouvez la retrouver dans L'Adorcisme de Luc de Heusch ou dans La Plantine en 2021, qui parle, lui, d'une aptitude à accueillir de l'autre en soi. Donc, les traits qu'on peut retrouver dans les personnalités de danseurs classiques, c'est un besoin de vivre sous le joug d'une intensité corporelle qu'on peut appeler aussi l'hyperstimulabilité psychomotrice. Et donc ça, l'institution de la danse va bien la contenir chez des enfants qui vont d'abord avoir une décharge motrice. Et la danse fait vraiment lieu, la danse classique, de contenant. Vous pouvez vous imaginer le dispositif, le cadre formel de la danse classique qui est immuable partout où on va dans le monde, et donc qui est une barre, un miroir, le lino, le même partout dans tous les studios. Donc voilà, il y a déjà une appétence motrice avant de commencer la danse et avant de passer par ce tamis de l'institution. Ensuite, il y a une hyper-adaptation, une hyper-adaptabilité des danseurs qui vont être le lit de leur potentielle future discipline, qui est une forme d'allégeance progressive au dispositif, et donc parfois se soustrait à ses besoins personnels, ce qu'on va appeler des néo-besoins, c'est-à-dire des difficultés à pouvoir concevoir pour soi-même ce qui va être bon pour soi. Et donc la figure du prof de danse, du maître à danser, du prof de danse, va venir se substituer et donner des injonctions que je vous donnerai après. Dans un troisième temps, on peut rencontrer un perfectionnisme et une idée de contrôle. Il y a Koshida qui a écrit tout un article sur les traits relativement obsessionnels des danseurs, à faire et refaire un geste. Alors on parlait hier du même, et on parlait du même
de la mêmeté, et dans la danse classique, on fait du même qui a une potentialité de différent. Si on fait un tombé pas de bourré, on peut le faire de 150 000 façons, et surtout on peut le faire en pensant à des choses qui sont complètement différentes. C'est ce qui fait que les danseurs vont progressivement automatiser une gestuelle, et qui vont pouvoir ensuite amener un petit supplément pour eux, dont le public ou les récipiendaires ne seront pas au courant. Donc la danse classique, on peut la penser comme une machine à construction dans les termes deleuziens, c'est-à-dire qu'elle est là pour normer les corps. Donc on parle d'un morphotype qui est très calibré, une cambrure de pied, une minceur, une finesse des attaches corporelles, un tonus aussi particulier. Se transformer, alors il y a un concept qui est intéressant, c'est le concept de Gilibert qui parle de se remembrer, se refaire un corps. Ça, c'était une phrase qui est revenue par 2 danseurs. La danse classique m'aide à me refaire un corps, comme si le premier n'était pas suffisant. Et ensuite, une idée de se dépasser, donc une recherche de transcendance vers des valeurs humanistes, quelque chose de connexion à quelque chose de plus grand, et qui prend la forme de valeurs humanistes chez les danseurs de l'échantillon qu'on avait. Donc les verbalisations autour de la transe dans la thèse s'affilient à des concepts d'ordre supra qui permettent une réassociation, une réinscription des mythes fondateurs. Donc il y avait beaucoup de verbalisation autour, quand on leur demandait ce que c'était que se mettre dans un état particulier de danse, d'une recherche d'universalité, d'harmonie, d'unicité et d'humanité. Donc c'est là aussi où on s'aperçoit que les ferments d'une mythologie qui était déjà présente à la Renaissance sont toujours d'actualité pour les danseurs classiques contemporains. Donc les risques de cette fabrique, c'est que c'est un système qui est très autoréférentiel, donc c'est un système qui enferme tout autant qu'il produit et qui conçoit peu d'extérieur. C'est pour ça que c'était une plus-value que je puisse, moi en tant qu'ancien danseur, pouvoir faire cette recherche, parce qu'on n'aurait pas obtenu les mêmes résultats, parce qu'il y a une méfiance des danseurs par rapport à qui entre dans le sérail. Et donc, ça a été une posture aussi que j'ai évoquée un peu dans le travail de thèse. Donc, ce système référentiel, c'est un système clos qui produit de l'auto-engendrement, un peu comme de l'endogamie, sauf que là, il n'y a pas de mariage. Et donc, on nous en parle dans la thèse comme un truc rétro qui ne bouge pas. Alors, il y a Leroy qui parle de doxa réactionnaire de la danse classique, un lavage de cerveau sur des enfants qui sont très... ça, c'est la citation, à la suite de la citation, c'est un lavage de cerveau sur des enfants qui sont très impressionnables et une prison dorée pour une autre danseuse. Donc, si les dispositions personnelles, elles n'émergent pas d'elles-mêmes, le candidat, il est remercié et donc il est sorti de l'institution. Dans le meilleur des cas, l'institution, elle va venir le contenir et le réparer. Et donc, il y a une forme de compulsion à la répétition de faire tous les jours une barre à 10 heures dans toutes les compagnies au monde ou à l'école, 1h30 de cours par jour et après des répétitions. Et ça, cette compulsion à la répétition, il y a Gerald Zweig qui en parle comme un procédé autocalmant qui va venir rassurer tout en commençant à créer le sillon de potentielles pathologies. Une soumission à un traitement ascétique et un signe qui est signe de confirmation de l'élection. Donc à partir du moment où on peut se plier aux règles, c'est qu'on peut se plier au dispositif et donc devenir danseuse classique et s'adosser une nouvelle identité. Il y a une autre composante qui est très importante en danse, alors ça prend source dans les travaux de Jean-Georges Noverre en 1760, qui a écrit Les Lettres sur la danse, qui est un des premiers livres qui résume un petit peu la pensée de la danse classique, ce qu'elle deviendra après, parce qu'à l'époque, on parlait de belle danse, on a parlé après de danse baroque, et on parle maintenant de danse classique, mais l'ancêtre de ça, c'était la belle danse. Et donc, Jean-Georges Noverre, dans son livre de 1760, nous dit « Il n'y a rien de plus nécessaire que l'en-dehors pour un danseur ». Donc l'en-dehors, c'est se mettre comme ça. Et comme vous le voyez, il n'a rien de plus antinaturel pour le corps que de le faire. Donc, si vous demandez à un enfant de se mettre en dehors et que vous lui montrez une position de danse, il va plutôt se mettre dans la position inverse, il va plutôt se mettre comme ça, parce que c'est plus évident pour ses hanches. Et donc ça, c'est un vrai enjeu en danse, c'est qu'il y a une forme de jouissance, un plaisir qui est pris à faire, alors là je vais citer un danseur de l'échantillon, c'était à faire bander son corps. Et donc, il n'y a pas de principe éjaculatoire, mais il y a juste un principe d'habiter son corps à 100% et d'être hyper intense à l'intérieur. Voilà. Et donc ça parle aussi de se remodeler, comme s'il y avait une pâte à modeler qui était chaude une fois qu'on était bien échauffé. Donc la douleur n'est pas un signal d'alerte, mais un obstacle à surpasser. Ça, c'est Sorigny qui nous le dit en 2006.
je regarde juste ce qu'il y a après. Ok. Dans cette pensée-là, il y a une soumission à un certain ascétisme. Donc, dans la danse classique, il y a des petits, des petits poncifs qui sont rappelés aux enfants dès qu'ils sont petits. Je vais vous en donner deux. C'est un jour sans danser est un jour perdu. Alors ça, c'est une pensée de Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra. Nietzsche, il a beaucoup écrit sur la danse parce qu'il la voyait, pas en tant que pratiquant, mais il la voyait comme une métaphore de la vie, avec une volonté de puissance de la part des danseurs qui habite tout à chacun le pouvoir de non pas de se refaire un corps, mais d'établir des correspondances entre le corporel et le psychisme. Donc, cette phrase de Nietzsche, en fait, elle n'est pas du tout prise sur un point de vue philosophique par les enseignants en danse, elle est plutôt prise sur l'idée que la danse classique est un avènement et non un événement. La danse classique demande tellement de travail sur tellement de longues années qu'elle n'arrive pas du jour au lendemain, et donc un jour où on n'a pas dansé est un jour perdu. Il y a un autre poncif en danse qui est extrêmement répété, c'est un jour sans danser, c'est toi qui le sens. 2 jours sans danser, c'est le prof qui le voit. Et 3 jours sans danser, c'est le public qui le voit. Donc vous êtes sans cesse rappelé au fait que vous devez travailler votre instrument. Donc les processus qui ont pu émerger lors du travail de thèse, c'était montrer qu'il y avait un enchevêtrement d'opérations qui faisait qu'on arrivait à obtenir des danseurs qui puissent verbaliser pour 7 d'entre eux le mot de transe, alors qu'ils n'étaient pas du tout induits dans comment on leur a présenté le travail de thèse, juste en leur demandant est-ce qu'on allait parler de dans quel état ils se mettaient quand ils se mettaient dans des états de danse. Donc il y avait une préparation rituelle, ça c'est les travaux aussi de Van Gennep de 1906, sur la routine au rituel, comment on ritualise une pratique, avec une étape de dépouillement de soi, de rentrer donc soit dans un internat, mais en tout cas dans un dispositif pré-professionnel où on va venir sacraliser l'univers et se dépouiller de l'ancien, et pouvoir appartenir progressivement à un appareil groupal élitiste, qu'on peut connaître aussi sous le nom de corps de ballet, donc une forme de dissolution du moi en vertu du groupe. Un cadre formel, comme je vous le disais, donc c'est Pommel en 2004 qui nous dit que c'est un contenant régressif, ça aide à la régression, la barre, le miroir, l'uniforme, tout est fait pour qu'il y ait un invariant tous les jours et que ça se répète. Un bain sonore, là on peut faire appel aussi aux travaux de Rouget, dont on parlait hier, la corde frappée du piano, donc vous savez bien que c'est pas la musique qui fait la transe, mais plutôt le bain culturel sonore qui est associé à la musique, qui aide à se mettre dans des états de conscience modifiés. Et une absorption sensorielle progressive, le corps agit sans cognition, il connaît les chemins. C'est une phrase citée en verbatim. Donc la chaleur corporelle, elle active un état de corps pour les danseurs. Il y a aussi une fatigabilité qui aide certaines danseuses plutôt que les danseurs, en tout cas, à se mettre dans des états de conscience modifiés. Et donc le corps peut se modeler et on est dépouillé de la sphère cognitive progressivement, ce qui amène un état proche de celui que peut décrire Hilgard en 1977 de néodissociation. Alors la néodissociation, c'est ce qu'il appelle lui un pré-abandon de soi, et donc ça apparaît comme une étape nécessaire et très entraînée chez les danseurs, qui est une forme de pilotage automatique. Lui, il l'a étudié, Hilgard, dans ses travaux sur l'hypnose, pour dire qu'il y avait un état où on gardait quand même une immersion perceptive accrue, mais qu'on baissait son seuil de vigilance. Et donc, les danseurs et danseuses ont ce travail sur la technicité qui demeure, mais qui est progressivement tellement automatisée que l'acte volontaire, il fait plutôt appel à une spontanéité corporelle. Donc se pose la question de savoir, alors ça on l'avait écrit, on en avait parlé dans la thèse sur le concept d'agression et transgression. Donc là j'en parle en termes de fuite ou d'émancipation institutionnalisée. La fabrique de la danse, c'est comme une forme de niche écologique au sens de hacking, c'est-à-dire que c'est un environnement qui est extrêmement structurant, qui façonne des comportements en fournissant un cadre stable d'interaction et de contrainte. Donc le danseur, c'est à la fois une figure de l'évasion sous contrainte. Les danseurs y transent sous un cadre normatif qui va contrôler leur liberté. Et l'expérience, elle est façonnée par l'institution
qui en régule les manifestations et justifie ses conduites. Donc il y a un double visage de la danse. Il y a un caractère pathologique des danseurs qui n'est pas une rupture avec la norme, mais une extension de celle-ci. Donc dit autrement, la pathologie, elle ne diffère pas de l'état normal que par degré, la pathologie ne diffère de l'état normal que par degré et non par nature. Donc il y a deux dimensions de ce phénomène, à la fois l'une qui est très valorisée, qui est très fonctionnelle, d'être danseur ou danseuse classique professionnelle, c'est que c'est très contenant, c'est très structurant, identitairement, et ça permet une forme de discipline et de rigueur qui enjoignent au dépassement de la douleur et de soi. L'autre, qui est plutôt réprouvé, mais qui se dessine aussi comme une nécessité particulièrement chez les femmes, avec notamment la question de trouble des limites. Alors, les limites en danse, elles sont un peu à tous les étages. Il y a une altération des limites puisqu'il y a une dissolution partielle de ces repères corporels et identitaires. Il y a un rapport qui est très ambivalent à la douleur et qui est à la limite d'une forme qu'on pourrait appeler de masochisme. Alors il y a un super écrit sur le masochisme de Camille Dokir en 2013 aux Annales médico-psychologiques, qui elle se pose la question de savoir si le danseur est dans une forme de masochisme objectal, c'est-à-dire qu'il est pris pour objet par l'institution, ou de masochisme narcissique, c'est-à-dire qu'il s'auto-prend lui-même comme source de satisfaction. Il y a une confusion souvent entre les besoins et les désirs, et donc d'où la création de néo-désirs. Donc souvent on parle de déshydratation, parce qu'il y a encore, l'an dernier dans une institution parisienne, il y a un enfant qui s'est retrouvé hospitalisé parce qu'il n'avait pas le droit de boire pendant un cours de danse. Donc en 2024, ça fait quand même vachement défaut. Une problématique, et puis donc aussi quand on parle de besoins, on parle évidemment d'alimentation. Sur les 10 danseuses que j'ai pu avoir dans mon échantillon, 9 avaient eu ou avaient toujours des troubles du comportement alimentaire. Une problématique du remembrement du corps entre fragmentation et unicité. Donc là, ça questionne les verbalisations qu'ils avaient pu avoir entre le partiel, le parcellaire de leur corps et l'unicité et le total. Et donc aussi l'avènement de la carrière, qui est cet énorme travail qui est fait sur le corps et qui est fait sur le corps très tôt, puisque je vous disais que c'est une carrière d'avènement. Et donc ce travail très tôt et qui est très long pose la question de quand est-ce qu'il commence, et il commence souvent à la puberté. Et là encore, il y a un très bel article qui s'appelle « La danse, le sang et le féminin » de Burel de Bakker en 2005, qui explique par exemple que les pointes sont mises aux petites filles par une figure qui est relativement castratrice de l'enseignant en danse, et que c'est au même moment à la puberté qu'on va leur donner le chausson de pointe, on va leur donner l'accès et le droit de commencer à porter des pointes, et c'est au même moment que leur pied va saigner et qu'elles vont avoir leurs premières règles. Donc c'est un article qui est très intéressant sur ce sujet-là. Et donc c'est là où on voit que la question des besoins, elle est extrêmement avalée, entendez ça dans le sens invalidé, et s'y substitue ces néo-besoins. Déshydratation, assèchement des flux, corps prépubère de la ballerine qui est particulièrement mise en avant, qui invalide la forme du féminin, qui pose la question parfois du surentraînement en danse, mais comme vous êtes censé faire tous les jours, puisque je vous ai dit qu'il y avait des poncifs, et ben en fait la question ne se pose pas beaucoup et vous continuez à le faire. Et donc il pose la question de l'allégeance à ce dispositif. Est-ce que c'est une transgression que de transer dans ce dispositif pour se laisser un espace d'évasion? Et donc qui agresse qui? C'est un petit peu la question. Donc sur tout ça, ça témoigne bien. Et donc là, c'est un peu l'enjeu. Il n'y a pas longtemps, il y a un podcast qui est sorti qui s'appelle Accord perdu, qui a interrogé une historienne, un philosophe et un psy, et qui répertorie beaucoup de violences sexistes, sexuelles dans le monde de la danse. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci. Merci. Pareil, on prend une ou deux questions. Merci. Je suis vraiment content là d'avoir resuivi ton cours une deuxième fois, parce que je l'ai eu avec le DU il n'y a pas longtemps. Et entre les deux, j'ai eu l'occasion de m'intéresser aux questions de la danse, en particulier avec la danse improvisation. Le contact improvisation,
pour mon mémoire, et je me suis dit, mais ce que nous a fait Florent, c'est complètement l'opposé de ce que je suis en train de développer en fait dans mon approche en fait des trans et des états de conscience modifiés dans la danse, quoi. Et là, je viens de comprendre quelque chose de nouveau, c'est que tu nous montres en fait qu'est-ce qui se produit quand on empêche quelqu'un de transer dans ce qu'il aime faire, ou d'avoir des états de conscience modifiés en étant justement dans un système bloquant. Donc j'ai noté par exemple, tu vois, tu nous proposes la compulsion à répétition, ça c'est l'opposition d'un rituel par exemple, d'un rituel bienveillant. Tu nous poses la soumission à un traitement antiseptique, c'est pareil, pour avoir une mythologie imposée, c'est le contraire de développer sa propre cosmogonie en fait. Et tout ça c'est super intéressant. Non, j'avais pas spécialement de questions, okay. Mais en fait, c'est une révélation un peu d'avoir suivi ça. D'accord. Et je te remercie. Et c'est pour ça que l'endroit duquel je parle là, il est particulier parce que je vous parle de la danse classique professionnalisée et pas de la danse amateur où évidemment, enfin amatrice quoi. Évidemment, on est là pour trouver du plaisir et donc tout ce que je vous dis paraît très contre-intuitif. On est complètement d'accord. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, ça m'a fait penser à la pratique du tai chi, qui est une pratique aussi qui demande beaucoup de pratique et de répétition, mais qui amène en fait, le but, c'est au niveau travail énergétique que les mouvements que va faire ensuite durant le tai chi sont des mouvements qui sont compatibles avec un phénomène de transe, c'est-à-dire on est dans le corps qui auto-agit justement avec cette dissociation. Mmh. Et par contre, je vois une différence, c'est que dans le tai chi, on a l'impression que tous les mouvements sont faits pour retrouver une sorte de naturalité des mouvements du corps, alors que dans la danse, comme tu l'as dit, il y a une violence faite à la naturalité des mouvements du corps, c'est-à-dire qu'on fait des mouvements qui n'existent pas a priori en état naturel. Donc, c'est surtout à cause de ce fichu en dehors, puisqu'au tai chi, enfin, vous voyez, personne ne marche comme ça. Oui. Enfin, ça viendrait impersonnel. Mais sinon, le rapprochement en disant qu'arriver à transer en agissant, ça veut dire en faisant des mouvements qui sont portés par un phénomène de transe, mais qui rentrent dans un cadre strict, comme le tai chi ou la danse. Par contre, la danse fait, à mon avis, plus violence au corps. Désolé. Merci pour ces échanges.